Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga Akoor. Dernière parution. Pierre-François Edongontede, Ethno-anthropologie des punitions en Afrique, 2010. Alphonse Makengo Nkutu, Les institutions politiques de la rez-de-chaussée, de l'État indépendant du Congo à la République du Zaïre, 1885 à 1990, 2010. Gaston Mbembandoumba, Transport urbain public et privé au Congo, Enjeux et pratiques sociales, 2010. Taïrouba, Mali, Le procès permanent, 2010. Ali Gilbert IFFONO, Résistance et survie, un peuple de Guinée face aux colonisations, Lekissia, Guinée, Libéria, Sierra Leone, 2010. Kiatezwa Lubanzadio Luykaluka, La religion Congo, ses origines égyptiennes et sa convergence avec le christianisme, 2010. Kiatezwa Lubanzadio Luykaluka, L'inefficacité de l'Église face à la sorcellerie africaine, 2010. Richard EYASU, Démocratie en Afrique francophone, une pure fiction, 2010. Ambroise VBUKASSA, Congo-Zaïre, éternel rebelle au consensus politique, 2010. Arlette Tony, Pratique juridique des financements structurés en Afrique, 2010. Ugemo UCKAGA, Les Bapunu du Gabon, Communauté culturelle d'Afrique centrale, 2010. Moïse Lida Kwasi, Témoignage sur la crise ivoirienne, de la lutte pour la démocratie à l'épreuve de la rébellion, 2010. Jean-Damien MALOBAMAKANGA, Les précipitations au Gabon, Climatologie analytique en Afrique, 2010. Jean-Alexis MFOUTOU, Essai sur la traduction, Faits divers et lexique français Mounioukoutuba, 2010. Pierre-Marie METANGMO, Peut-on sauver le Cameroun, 2010. Hijin Dida SAMBOULOU, Le droit des collectivités locales au Congo, 2010. Borais MOKELE, Monseigneur Ernest Kombo. Amis de Dieu et des hommes, 2010. Auguste OWONOKOUMA, Mongo Betty et l'Église catholique romaine, 2010. Alphonse Makengo Nkutu. Les institutions politiques de la rez-de-chaussée. De la République du Zaïre à la République démocratique du Congo. 1990 à nos jours. L'Harmattan. Avant-propos. Ce cours consacre l'étude des institutions politiques de la République démocratique du Congo. L'objet de cet enseignement est d'initier les étudiants aux institutions politiques de la République démocratique du Congo. C'est dire qu'il s'adresse, en principe, à des étudiants ayant choisi les études de sciences politiques. Quant à la méthode, elle se fonde sur l'analyse des institutions politiques issues de différents textes constitutionnels déjà existants à l'avance. Par ce bref exposé, je veux simplement dire que l'expérience tentée est pour moi extrêmement enrichissante à tous les points de vue. Je la crois fructueuse pour les étudiants congolais et ceux du monde s'intéressant aux institutions politiques de la République démocratique du Congo. Pensée instructive pour les futurs responsables politiques. Je pense que la compétence est plus que nécessaire encore qu'hier, parce que le monde est devenu plus compliqué et que les affaires de l'État ont gagné en technicité. Mais je crois que c'est le responsable politique lui-même qui doit être compétent, et pas seulement ses conseillers, dont la tendance naturelle est de chercher à le transformer en perroquet. Dominique Strauss-Kahn, député socialiste français. Introduction. Ce cours souhaite apporter quelques précisions sur le fonctionnement des institutions politiques de ce pays. Je suis sûr que ce bref survol se révélera très utile pour connaître les institutions de la République démocratique du Congo. En effet, depuis 1990, le pays connaît de profonds changements politiques dont l'impact sur l'environnement économique et social est négatif. Le 24 avril 1990, sous le mécontentement populaire, le président Mobutu inaugure le multipartisme. L'environnement politique est caractérisé par la convocation de la Conférence nationale souveraine, dont l'objectif primordial consiste en la réconciliation du peuple congolais avec lui-même et les structures du pays. La Conférence nationale souveraine,
initiée au Bénin en février 1990, et une assemblée consultative mise en place, sous la pression des difficultés nationales par les régimes africains au pouvoir, afin d'instaurer une autorité de transition pluraliste, laquelle est chargée d'édifier les futures bases institutionnelles et politiques d'une véritable démocratie. Comme on le sait, un homme au pouvoir est un tueur, il ne peut pas laisser émerger des oppositions, il doit demeurer une référence. La menace est longtemps à l'avance détectée et identifiée. La perturbation répétitive de la Conférence nationale souveraine et des institutions politiques mises en place par le président Mobutu lui-même. Tout au long de la Conférence nationale souveraine, le rapport entre la mouvance présidentielle et l'opposition radicale est conflictuel. La blessure laissée par les années dictatoriales est profonde et douloureuse. La réaction de l'opposition externe ralliée par l'opposition interne ne se fait pas attendre. Début octobre 1996, Laurent-Désiré Kabila prend la tête de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDL, et déclenche une guerre de grande envergure contre le régime mobutiste. Quelques mois après seulement, 7 mois, le président Mobutu est chassé du pouvoir par Laurent-Désiré Kabila et s'autoproclama président de la République. Les nouvelles institutions politiques sont mises en place, décret-loi de la rez-de-chaussée, du 27 mai 1997 avec ses 15 articles. Alors que le nouveau président entreprend le changement pour son pays, le territoire est attaqué par ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Détesté à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays, il est assassiné en janvier 2001 par des inconnus. C'est dans cette confusion totale que son fils, Joseph Kabila, succède à son père avec la mise en place de nouvelles institutions politiques transitoires issues des accords intercongolais de Sun City, République d'Afrique du Sud. Sa mise en place s'est accompagnée d'un important travail d'élaboration d'une nouvelle constitution de la Troisième République promulguée, le 18 février 2006 avec ses 229 articles. La République démocratique du Congo jouit désormais d'une forme de gouvernement démocratique basée sur la séparation des pouvoirs, et sur un système de contrôle et d'équilibre. Cette étude est scindée en 2 parties. La première partie est relative à l'étude des institutions politiques de 1990 à 2005. La seconde partie examine les institutions politiques d'après la Constitution de la Troisième République du 18 février 2006. Première partie, les institutions politiques de 1990 à 2005, période de transition. Introduction. Depuis 1990, la République démocratique du Congo connaît une longue période de transition. Cette dernière va compromettre la paix. La victoire du 17 mai 1997 délivra le pays de 32 années de dictature du président Mobutu. Mais cette victoire sur le régime mobilisé ne délivra pas le pays des conflits qui, sous plusieurs formes, n'ont pas cessé dès lors de se succéder. La République démocratique du Congo subira d'abord les conséquences de ces conflits qui porteront ses ravages dans les institutions politiques, dans les finances, dans l'économie, et dans le corps social des nations. Cette première partie comporte 3 chapitres. Le premier chapitre est relatif à l'étude des institutions politiques sous la République du Zaïre, 1990 à 1997. Le deuxième chapitre examine les institutions politiques sous le président Laurent-Désiré Kabila, 1997 à 2001. Le troisième chapitre est celui qui a trait à l'analyse des institutions politiques sous la Constitution transitoire, 2001 à 2005. Chapitre 1. Les institutions politiques sous la République du Zaïre, 1990 à 1997. Durant la période de transition, les institutions de la République du Zaïre sont le pouvoir exécutif, le président de la République et le gouvernement, le pouvoir législatif, le Haut Conseil de la République, Parlement de transition, le pouvoir judiciaire, les cours et tribunaux. Section 1. Le pouvoir exécutif. Le changement majeur intervenu dans l'acte constitutionnel concerne les prérogatives reconnues à la fois au président de la République et au gouvernement. La défense nationale et la diplomatie constituent des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Malgré cela, le président qui se trouve au sommet de l'exécutif
remplit non seulement les fonctions de chef de l'État dans les affaires intérieures, mais aussi celles de représentant du gouvernement dans les relations étrangères. Cette section est répartie en 2 paragraphes. Le président de la République. Le gouvernement. A. Le président de la République. Le président de la République exerce ses fonctions exécutives par l'intermédiaire du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres comprend le président de la République, le Premier ministre et les ministres. Ceci étant mis au point, quelles sont les attributions reconnues au président de la République? À quel moment les fonctions de président de la République peuvent-elles prendre fin? Comment les fonctions de président de la République sont-elles incompatibles? 1. Les attributions du président de la République. Les attributions du président de la République sont extrêmement diverses et importantes. L'essentiel de ces attributions sont: en sa qualité du chef de l'État, le président de la République représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale et le garant de la nation. Il promulgue les lois dans les 15 jours de leur transmission par le président du Haut Conseil de la République, Parlement de transition. Les lois sont revêtues du sceau de l'État publié au journal officiel. Il est le chef suprême des forces armées, à cet effet, il préside le Conseil supérieur de la défense. Il confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations. Il statue par voie d'ordonnance dans le cadre des prérogatives qui lui sont reconnues par le présent acte constitutionnel. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et les organisations internationales, sur proposition du gouvernement, après avis conforme du Haut Conseil de la République, Parlement de transition, art. 44. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Il a le droit de battre monnaie et de mettre du papier-monnaie en exécution de la loi. Il a le droit de grâce. Il peut remettre, commuer ou réduire les peines sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la magistrature entendu, art. 46. Il nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres et après avis conforme du Haut Conseil de la République, Parlement de transition. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires. Les gouverneurs et vice-gouverneurs de région. Les officiers supérieurs et généraux des forces armées et des forces de l'ordre, le Conseil supérieur de la défense entendu. Le chef d'état-major général, les chefs d'état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la défense entendu. Les hauts fonctionnaires de l'administration publique, directeur, secrétaire général. Les mandataires publics dans les entreprises et les organisations publiques, excepté les commissaires aux comptes, art. 47. Ils nomment, relèvent de leurs fonctions et, le cas échéant, révoquent, par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature et après avis conforme du Haut Conseil de la République, Parlement de transition. Il déclare la guerre sur la demande du gouvernement et après avis conforme du Haut Conseil de la République, Parlement de transition. Il en informe la nation par un message. Le droit de message est le moyen de communication traditionnel du président de la République avec les chambres. En temps de guerre sur proposition du gouvernement, il proclame l'état de siège. Si la République est en danger ou si le fonctionnement régulier des institutions de la République ou d'une région est interrompu, le président de la République, sur l'initiative du gouvernement, proclame sans délai l'état d'urgence. Le gouvernement, sous la direction du président de la République, prend alors des mesures urgentes nécessaires pour faire face à la situation. L'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République, pour une durée de 30 jours maximum. 2. La vacance du président de la République, ou impossibilité d'exercer ses fonctions. Les fonctions de président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, d'échéance prononcée par la Cour suprême de justice, art. 53. La vacance est constatée par la Cour suprême de justice saisie par le Haut Conseil de la République, Parlement de transition qui en informe la nation par un message télévisé. En cas de vacance, les fonctions de président de la République sont exercées par le président du Haut Conseil de la République,
Parlement de transition jusqu'à l'investiture du président élu. 3. L'incompatibilité de l'exercice des fonctions de président de la République. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat ou fonction publique, ou d'une activité privée à caractère lucratif. Dans cette direction, l'exercice des fonctions de président de la République, dans ce cas, est incompatible avec l'exercice dans le même temps des fonctions de président du Haut Conseil de la République, Parlement de transition. 4. La responsabilité du président de la République. Pendant la transition, le législatif ne peut mettre fin aux fonctions du président de la République et l'exécutif ne peut dissoudre le législatif. La seule responsabilité du président de la République est d'ordre pénal et ne peut être mise en jeu pour des désaccords politiques. Autrement dit, le chef de l'État est inviolable dans l'exercice de ses fonctions. Il n'est pénalement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation intentionnelle de l'acte constitutionnel. Il ne peut être poursuivi pour des infractions citées ni pour toute autre infraction à la loi pénale commise en dehors de ses fonctions, que s'il a été mis en accusation devant la Cour suprême de justice par le Haut Conseil de la République, Parlement de transition se prononçant à la majorité des 3/4 de ses membres. Il y a haute trahison lorsque le président de la République porte atteinte à l'indépendance nationale ou à l'intégrité du territoire national, se substitue ou tente de se substituer au pouvoir constitutionnel, ou de les empêcher d'exercer les attributions qui leur sont dévolues par l'acte constitutionnel. Ici, la haute trahison doit être entendue comme un manquement grave et délibéré du président à ses obligations, telles que définies par l'acte constitutionnel. À cet effet, la loi détermine les peines applicables aux infractions de haute trahison et de violation intentionnelle du présent acte constitutionnel, ainsi que la procédure à suivre devant la Cour suprême de justice. Tout au long de la transition, la responsabilité et la dissolution sont exclues. Ceci étant passé en revue, comment le gouvernement est-il organisé sous la période de transition de 1990 à 1997 ? B. Le gouvernement de transition. Comme le président de la République, le gouvernement sous la conduite de son Premier ministre a des compétences qui lui sont propres. 1. Les compétences reconnues au gouvernement. Il conduit la politique de la nation. Il exécute les actes de la Conférence nationale souveraine et les lois de la République. Il dispose de l'administration, de la gendarmerie nationale, de la garde civile et des services de sécurité civile. Le gouvernement procède aux nominations de cadres de commandement autres que ceux visés par l'article 47 du présent acte, par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent. Il en informe le Haut Conseil de la République, Parlement de transition. Les ministres sont les chefs de leur ministère. Ils appliquent, dans leur ministère, le programme fixé et les décisions prises par le gouvernement. Ce dernier statue par voie d'arrêté. 2. Les compétences reconnues au Premier ministre. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Sous la période de transition, il est présenté, après concertation avec la classe politique, par la famille politique à laquelle n'appartient pas le chef de l'État, dans les 10 jours à compter de la promulgation du présent acte. Si dans les 10 jours, aucun nom n'est retenu, le Haut Conseil de la République, Parlement se saisit du dossier. Il est nommé ou investi, selon le cas, par ordonnance du Président de la République. Le Premier ministre propose pour nomination les membres de son gouvernement au Président de la République, conformément à l'article 81 qui stipule que sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme et décharge de leurs fonctions les autres membres du gouvernement. En ce qui concerne le gouvernement, dans 15 jours qui suivent la formation de celui-ci, le Premier ministre présente son équipe et son programme devant le Haut Conseil de la République, Parlement de transition pour un contrôle de conformité qui donne lieu à l'investiture ou non de son gouvernement. Celle-ci est acquise à la majorité absolue des membres qui composent le Haut Conseil de la République, Parlement de son gouvernement. Le Premier ministre préside le Conseil des ministres. Toutefois, sur l'initiative du gouvernement ou à l'invitation du Président de la République,
Des réunions de concertation peuvent se tenir entre ce dernier et le gouvernement. Les décisions en découlant engagent le gouvernement. Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire par voie de décret délibéré en Conseil des ministres. Les actes qu'il prend dans ce cadre sont contresignés, le cas échéant, par le ministre chargé de leur exécution. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au ministre. 3. La fin des fonctions du Premier ministre et de son gouvernement. Les fonctions du Premier ministre prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, vote de défiance par le Haut Conseil de la République, Parlement de transition ou l'expiration de la transition. Les membres du gouvernement sont réputés démissionnaires chaque fois que les fonctions de Premier ministre prennent fin. 4. La responsabilité du gouvernement. Le gouvernement de transition est pleinement et politiquement responsable de la gestion de l'État, et répond de celle-ci devant le Haut Conseil de la République, Parlement de transition dans les conditions définies par le présent acte constitutionnel. Il faut souligner que dans l'exercice de leurs fonctions, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes commis, conformément à la loi pénale. Ils engagent leur responsabilité personnelle en cas de haute trahison, la violation intentionnelle de l'acte constitutionnel, le détournement, la concussion ou la corruption. Ils ne sont mis en accusation devant la Cour suprême de justice que par le Haut Conseil de la République, Parlement de transition se prononçant à la majorité de 3/4 de ses membres. 5. La rémunération des membres du gouvernement. Les membres du gouvernement ont droit à une indemnité digne et équitable qui leur assure l'indépendance. Cette indemnité est fixée par une commission paritaire composée de membres du Haut Conseil de la République, Parlement de transition et du gouvernement, art. 73. Après avoir le pouvoir exécutif en revue, il est important d'examiner le pouvoir législatif sous la période de transition. Section 2. Le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif appartient au Parlement. Le Parlement est composé du Haut Conseil de la République, Parlement de transition qui représente la population. Il est constitué d'une chambre unique. Ses membres sont appelés conseillers de la République. L'organe législatif de la transition n'est pas, il est vrai, une assemblée comme les autres. Formé initialement par 450 membres choisis à l'issue de la Conférence nationale souveraine, le Haut Conseil de la République, devenu le Haut Conseil de la République, Parlement de transition à la suite de l'incorporation en son sein des députés de l'ancienne Assemblée nationale, ainsi que des négociateurs aux concertations politiques du Palais du Peuple, qui ne sont ni conseillers de la République ni députés, a vu ses effectifs passer à 750 membres. À la composition du bureau du Haut Conseil de la République, Parlement de transition. Il comprend un président, 2 premiers vice-présidents, 2 premiers secrétaires rapporteurs, 2 deuxièmes secrétaires rapporteurs. B. Les prérogatives du Haut Conseil de la République, Parlement de transition. Le Haut Conseil de la République, Parlement de transition a pour mission de élaborer les lois, contrôler le gouvernement et les services publics. Il a comme moyen d'information la question écrite, la question orale ou sans débat non suivi de vote, la question d'actualité, la commission d'enquête et d'interpellation. Émettre des avis conformes prévus dans le présent acte, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception des dossiers. Passé ce délai, l'avis favorable est acquis d'office. Suivre et contrôler l'exécution des actes de la Conférence nationale souveraine. Pouvoir à tout moment mettre fin par une loi à l'état de siège ou d'urgence. Interpréter les actes de la Conférence nationale souveraine. Voter le projet de loi budgétaire. Définir la structure devant assurer la tutelle des médias publics en vue d'en garantir la neutralité, sans préjudice des dispositions de l'article 59 que la loi fixe. Les règles concernant notamment les droits civiques et les garanties accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Les sujétions imposées aux citoyens en leur personne pour la défense nationale et le développement, ainsi qu'en leurs biens. La nationalité, un État et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.
La détermination des infractions ainsi que les peines qui leur sont applicables. L'amnistie. Le statut des magistrats et le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature. La procédure suivie devant les juridictions. Les droits de la défense. L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts. Les emprunts et les engagements financiers de l'État et des régions. Le régime d'émission de la monnaie. La création des établissements publics. Le statut de la fonction publique. Le droit du travail et de la sécurité sociale. L'autonomie de la gestion administrative et financière du Haut Conseil de la République. Parlement de transition. Le plan de développement économique et social. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.